Le cours IMIN7 va détailler un peu ce qu'est un antigène de façon à comprendre ce que c'est une réaction croisée et la différence que l'organisme est capable de faire entre le soi et le non-soi. On a vu précédemment que l'épitope est la petite partie de l'antigène qui est reconnue par le lymphocyte. En fait, on a deux types d'épitopes. Des épitopes B qui sont reconnus par le lymphocyte B et aussi par les anticorps. Tous les antigènes possèdent des épitopes B qui sont présents à leur surface. L'épitope T résulte d'un système complètement différent. Lorsqu'un antigène est de nature protéique, il peut être clivé en petits fragments. Ces fragments ou épitopes T vont être associés à des molécules de membrane à la surface de cellules. Et c'est ce complexe CMH et épitope qui sera reconnu par le lymphocyte T. Alors, pour aller plus loin, il va falloir qu'on distingue donc deux concepts. L'antigénicité, c'est l'aptitude d'un antigène à être reconnu par une réponse immune, alors que l'immunogénicité, c'est l'aptitude à induire une réponse immune, et on va voir que ce sont deux phénomènes qui ne sont pas complètement juxtaposables. Un épitope n'a pas une structure complètement définie. On va trouver des épitopes de nature complètement différente. Ici, on va regarder simplement l'exemple d'un antigène protéique et quels sont les épitopes qu'on peut y trouver. Simplement d'une question de taille, un épitope B est tout petit, ça peut représenter 4 à 5 acides aminés, tandis qu'un épitope T est un peu plus grand, 9 à 12 acides aminés. On peut distinguer deux grands cas de figure. Un épitope conformationnel sera une association d'acides aminés qui seront juxtaposés par repliement de la chaîne. C'est quelque chose de très fréquent. En revanche, il faut faire attention que c'est quelque chose qui peut se dénaturer très facilement si l'antigène est altéré. La structure sera forcément altérée et donc un épitope conformationnel peut disparaître. Un épitope conformationnel peut aussi être composite, correspondre à deux chaînes protéiques qui sont accolées et donc des acides aminés qui appartiennent à chacune des chaînes. Un épitope séquentiel, lui, est plus logique puisqu'il s'agit d'une suite correspondant à la séquence primaire de la molécule. Donc c'est forcément stable, mais c'est un peu moins fréquent qu'on ait une structure séquentielle sans qu'il y ait repliement qui va altérer, donc supprimer cet épitope. Alors on est capable depuis quelques années, grâce à des programmes informatiques évidemment très complexes, de prédire quels pourront être les épitopes conformationnels et séquentiels à partir d'une séquence protéique. Et là, c'est juste un exemple pour illustrer qu'on a identifié quels étaient les épitopes neutralisants ou non neutralisants, c'est-à-dire capables de susciter des anticorps qui peuvent bloquer l'activité biologique dans le cas de la ricine, qui est une des toxines les plus virulentes qui soit. Alors, ce tableau récapitule les différentes propriétés des épitopes B et T, le fait quelle est la cellule qui le reconnaît, est-ce que ça se fait à la surface de l'antigène ou sous forme d'un complexe, quels sont les antigènes qui en proposent, la structure et la stabilité. Pour aller plus loin, on peut étudier aussi la notion de réaction croisée. On a vu jusqu'à présent qu'un anticorps reconnaissait un antigène. En fait, c'est plus compliqué que ça, puisqu'on peut s'apercevoir qu'un anticorps dirigé contre un antigène 1 peut quelquefois être capable de reconnaître aussi un antigène 2. En fait, ça s'explique tout simplement puisqu'on va avoir un épitope commun sur ces antigènes. Alors, est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou pas? Eh bien, en fait, oui. Lorsque l'antigène est complexe et que donc il présente de très nombreux épitopes et qu'on a un mélange d'anticorps, eh bien évidemment la probabilité d'avoir des réactions croisées est bien plus importante que lorsqu'on étudie un anticorps bien précis contre un antigène bien donné. La situation la plus rare en fait est celle du hasard où on aurait un épitope complètement identique d'un point de vue stérique et électrique sur des molécules de nature différente. En revanche, ce qui est très fréquent, c'est que des antigènes qui appartiennent à des mêmes familles moléculaires présentent des homologies sur leur structure qui font que forcément ils auront des épitopes qui auront la même structure et la même charge électrique. Donc ce cas est fréquent pour des antigènes qui appartiennent à des familles moléculaires où il y a un fort degré de conservation, comme des enzymes, où on aura un ou plusieurs épitopes qui seront conservés. Et c'est également un cas fréquent pour les antigènes microbiens si on étudie des
des microbes apparentés, appartenant à la même espèce ou au même genre, eh bien, on aura très souvent des réactions croisées, des anticorps dirigés contre une espèce reconnaîtront plusieurs microbes apparentés. En général, quand même, la réaction vis-à-vis du second antigène est plus faible puisque seule une partie des anticorps sera capable de reconnaître les épitopes communs. Donc ces réactions croisées ont beaucoup de conséquences médicales en ce qui concerne les micro-organismes. Les micro-organismes sont souvent apparentés au sein de familles, de genres, d'espèces. Et donc, il sera très intéressant pour le diagnostic de décider si on préfère utiliser des anticorps capables de reconnaître des antigènes représentés dans l'ensemble d'un genre microbien, ce sera un diagnostic de groupe, ou au contraire, utiliser des anticorps qui sont spécifiques d'antigènes qui n'existent que dans certaines souches microbiennes, c'est le principe du sérotypage. Donc, les réactions croisées ont un rôle biologique très important, c'est le principe même de la défense contre de nombreuses infections, d'avoir déjà monté une réponse immune satisfaisante à l'occasion de rencontres avec des microbes apparentés. C'est aussi le principe de la vaccination, où les antigènes de la souche vaccinale présenteront beaucoup d'épitopes communs avec la souche sauvage, donc ça permet d'avoir déjà acquis une réponse immune efficace. Au contraire, ça peut être aussi une source de problèmes, en particulier d'immunopathologie, lorsque par malchance, on va avoir un antigène ou un épitope commun entre un microbe et un tissu de l'hôte. Le cas le plus classique est celui du rhumatisme articulaire aigu, où le fait d'avoir des anticorps dirigés contre le streptocoque peut aboutir à des lésions de l'endocarde parce qu'on va retrouver un épitope commun sur des protéines de l'endocarde cardiaque et donc des lésions cardiaques liées à ces anticorps contre le microbe. Alors, lorsque on étudie la physiologie d'une réponse immune, eh bien, on a souvent des surprises qui sont liées à ces réactions secondaires jusqu'à ce qu'on ait identifié quels sont les antigènes qui sont en cause. Un autre exemple, c'est l'allergie croisée, où le fait d'être allergique à l'avocat va faire qu'on sera allergique en fait à un grand nombre de végétaux de la même famille, le latex, le ficus par exemple. Donc le sérotype, c'est quelque chose que vous avez vu en microbiologie, c'est le fait de distinguer un sous-groupe au sein d'une espèce microbienne en fonction de ses propriétés antigéniques, c'est-à-dire en utilisant un anticorps ou un antisérum de référence qui est caractéristique de cette souche. Donc ça va pouvoir faciliter l'identification des micro-organismes et des parasites, parce que ces variations antigéniques sont souvent liées à des variations de virulence ou à des variations géographiques, ce qui permet donc d'identifier quelle est l'origine, d'où vient l'infection que le troupeau subit. Alors le concept de sérotype peut aussi être étendu aux groupes sanguins et aux groupes tissulaires chez les animaux. Alors, pour aller plus loin dans la structure des antigènes, on peut décrire le cas particulier de l'aptène. L'aptène est une petite molécule qui est capable de se lier à un anticorps, mais qui n'est pas suffisamment inductrice d'une réponse immune pour induire à elle seule la réponse anticorps. Ce qui se passe, c'est que l'aptène possède un épitope B, donc peut être reconnu, mais que pour obtenir une réponse immune, il va falloir que cet aptène soit fixé à une protéine porteuse. Et c'est la protéine qui va apporter les épitopes T, qui font faire que, grâce à la complémentarité entre les épitopes B et les épitopes T, on aura une réponse anticorps importante. Donc cette fixation peut se faire artificiellement lorsque par exemple on veut produire des anticorps contre une petite hormone non protéique. Eh bien on n'y arrive pas simplement en injectant l'hormone à un lapin et il ne va pas produire d'anticorps. Il va falloir fixer cette hormone à une protéine pour obtenir la production d'anticorps. C'est aussi quelque chose qui peut arriver spontanément dans certains cas et ça pose des problèmes médicaux. Lorsque certaines molécules étrangères, des médicaments par exemple, sont capables de se fixer aux protéines de l'organisme. Et c'est ainsi qu'on a l'allergie à la pénicilline. La pénicilline est petite, elle n'induit pas de réponse par elle-même, mais chez certains individus, elle est capable de se fixer à un variant d'une
protéines plasmatiques et de ce fait, on va avoir l'induction d'anticorps contre la pénicilline. Un autre cas particulier est le concept de superantigène. Alors attention à la dénomination parce qu'un superantigène n'est pas du tout un antigène. On n'a pas de reconnaissance spécifique. En revanche, il s'agit de molécules qui sont capables de se fixer sur le récepteur d'une façon anormale, sur ses parties constantes, et donc de provoquer une activation polyclonale des nombreux lymphocytes qui auront un récepteur. La plupart de ces superantigènes sont des poisons en fait, qu'on trouve sur certains micro-organismes ou certaines plantes et qui donc provoquent une désorganisation complète de la réponse immune puisqu'on va avoir une activation anarchique. Alors selon les cas, des superantigènes peuvent être toxiques et provoquer la lyse ou induire la prolifération. Tout dépendra du type de fixation qui va se faire avec le récepteur du lymphocyte. Enfin, on va pouvoir aborder là le principe du soi et du non-soi qui sont le grand questionnement de l'immunité en fait. Comment l'organisme est-il capable de faire la distinction entre un antigène qui lui appartient, un antigène du soi, et les antigènes qui sont exogènes, qui sont apportés par les microbes par exemple, qui sont le non-soi. Il faut aussi savoir comment distinguer des cellules qui nous appartiennent en propre par rapport à des cellules qui appartiennent à un autre individu, au cas où on voudrait faire une transfusion sanguine ou une greffe. Alors cette discrimination, elle n'est pas du tout liée à la nature, puisqu'elle peut concerner même des antigènes qui appartiennent propres à une espèce. En fait, c'est basé sur un mécanisme de contrôle au moment de la production et de l'activation des lymphocytes, qui va faire que lorsqu'ils seront soumis dans certaines circonstances normales aux antigènes de l'individu, eh bien, ils vont apprendre, entre guillemets, à ne pas les reconnaître. Donc ce sera la non-réponse au soi. Alors que tout antigène qui n'aura pas subi ce processus sera considéré comme non-soi et donc mettra en route la réponse immune. Voilà pour ce cours 7.